Bienvenue à toutes et à tous ce soir au Maïf Social Club. On est ravis de vous accueillir. Je vais juste vous dire 2-3 mots de logistique pour vous expliquer comment va se passer cette soirée. C'est une soirée 3 en 1 autour du revenu universel et du chômage de masse. Cette soirée va commencer par un débat d'idées. Ensuite, dans 1 heure, donc vers 20h, on va vous inviter à descendre, boire un verre et échanger avec nous autour d'un petit buffet, avec nous et aussi avec les intervenants surtout. Et ensuite, à 20h30, 20h40, on vous fera remonter pour la deuxième partie de la soirée, donc pour le spectacle. Voilà. Sur ce, je vais laisser la parole à Florian Deb, journaliste aux Échos, pour présenter nos intervenants. Je souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Merci Chloé. Bonsoir à tous. Je suis journaliste pour les Échos. J'ai beaucoup écrit sur la transformation numérique, notamment les évolutions autour des métiers qui sont liés aux technologies. Forcément, le chômage de masse, le revenu universel, c'est un thème que les Échos abordent souvent. Je suis entouré de 3 débatteurs. J'ai envie de dire aussi 3 doueurs. Dans le numérique, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui font, les faiseurs. Vous expérimentez tous les 3, chacun dans vos domaines, autour de ces sujets. Le premier sujet, pour quand même poser un peu le cadre, vous connaissez sûrement ce chiffre, mais le chômage, c'est 5 millions de personnes en France, dont 3 millions qui ne travaillent pas du tout. C'est les chiffres 2017. Et le revenu universel, c'est évidemment un sujet de plus en plus important à l'heure où on se dirige vers une société où le travail va moins payer, voire ne plus payer. Elisa Lewis, vous êtes donc militante autour de les questions de démocratie et d'innovation démocratique. Paul Duhan, vous êtes entrepreneur. Vous avez fondé Bias Impact. On en parlera plus tout à l'heure. Et Julien Bayou, vous êtes notamment, parmi tant d'autres choses, cofondateur de l'initiative Mon Revenu de Base, un premier test de revenu universel. Petit test. Votre point commun, vous pensez tous les 3 que contre le chômage, on n'a pas tout essayé. Elisa, vous pensez, vous, qu'on n'a pas essayé de lutter contre le chômage à l'échelle locale, dans les territoires. Vous avez donc participé à l'initiative TZLCD. Je vous laisse décrire le sigle. Alors, TZCLD pour Pardon. territoire zéro chômeur de longue durée. Paul Duhan, vous, votre sujet, c'est les algorithmes. Contre le chômage, on n'a pas essayé les algorithmes. Alors, je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec les algorithmes contre ce fléau du siècle dernier, ou passé, ou futur. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que on en parlera tout à l'heure, mais les algorithmes, c'est aussi le principal coupable quand on parle de destruction d'emplois. Donc, quelque part, c'est comment est-ce qu'on utilise aussi ces technologies inversement pour aider les gens à mieux se préparer à leur futur, et notamment, donc nous, on a monté une application qui s'appelle Bob, donc qui est open source. On a but non lucratif. Et qui est destinée aux personnes en charge d'emploi pour les aider à booster leur employabilité. Julien Bayou, je disais, parmi tant d'autres choses, vous expérimentez le revenu universel. Le revenu universel, c'est une idée, un projet qu'on avait beaucoup évoqué lors de la dernière campagne présidentielle, notamment porté par le candidat Benoît Hamon, que vous avez soutenu à ce moment-là. Vous êtes par ailleurs conseiller régional Île-de-France pour Europe Écologie Les Verts et porte-parole de ce parti. En 2 mots, mon revenu de base, qu'est-ce que c'est ? En 2 mots, en fait, avec les partisans du revenu de base, on était heureux que Benoît Hamon porte le discours plus loin, et puis aussi très frustré de ce que ça a donné dans la campagne. Et donc, plutôt que de se mettre la tête dans le sable, avec mon revenu de base, mais aussi Mouvement français pour un revenu de base, qui est l'association référente, et vous avez Madame Paris, Madame MFRB Paris qui est dans la salle, voilà, qui lève la main, qui pourra répondre à toutes les questions. On s'est dit que voilà, le revenu de base était un sujet tellement révolutionnaire vis-à-vis de notre rapport au travail, à la rémunération, à la qualité de vie, à l'écologie aussi, aux loisirs, etc., que c'était compliqué de se le figurer
et que donc on allait à notre petite échelle l'expérimenter. Dès qu'on collecte 12 000 euros, il y a une personne qui est tirée au sort et qui touche 1 000 euros par mois pendant un an. Et on vient de boucler le 4e revenu de base et on vient de boucler la date du tirage au sort, ce sera le 22 février. On évoquera ça tout à l'heure. Et si vous avez 1 000 euros, vous êtes bien sûr les bienvenus, mais vous pouvez aussi participer sans financer. Le programme est planté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, manifestez-vous, sachant qu'on a prévu un moment pour ça à la fin du débat. Voilà, s'il y a vraiment une question qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas. Si elle peut attendre, peut-être qu'on y répondra dans les minutes d'après votre questionnement. Elisa Lewis, on va commencer avec vous. Donc militante pour d'autres formes de démocratie. Moi, je vous avais découvert en lisant votre livre Le coup d'État citoyen. Il était paru en 2016. On y abordait notamment tout ce qui était démocratie participative et civic tech, un thème qui m'avait très intéressé. Donc l'association que je vais vous laisser redonner le nom, TZCLD, voilà. Donc c'est Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Qu'est-ce que c'est exactement et quel est votre objectif ? Alors, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, c'est une expérimentation qui est menée en ce moment dans 10 territoires pilotes en France, dont le 13e arrondissement, ou plus précisément un petit bout du 13e arrondissement, le quart sud-est du 13e, et qui vise en effet à faire la démonstration qu'on n'a pas tout essayé contre le chômage de longue durée, qu'il y a pas de fatalité, ou en tout cas peut-être pas de fatalité, si on essaye d'organiser un peu différemment les forces locales pour permettre aux acteurs de coopérer et de créer de l'emploi local. Cette expérimentation, elle a été rendue possible dans le cadre d'une loi d'expérimentation qui est passée au Parlement en 2016 et qui a donc habilité 10 territoires parmi plusieurs candidats à mener cette expérimentation que je vais expliquer un peu plus en détail peut-être. Petite précision, un chômeur de longue durée, c'est un chômeur qui n'a pas travaillé depuis 1 an, c'est ça ? Dans le cadre de cette expérimentation, en effet. Et alors, quelle est la méthode exactement ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors en fait, le principe de ce projet, qui a été porté initialement par ATD Quart Monde, qui a milité de longues années avant que cette loi puisse passer au Parlement, c'est de faire la démonstration à l'échelle de ces 5 ans d'expérimentation qu'il est possible, à l'échelle d'un territoire circonscrit, de créer des emplois en CDI, à temps choisi, rémunérés au SMIC, pour des personnes sans emploi depuis plus d'1 an, résidant dans le quartier ou dans le territoire de l'expérimentation, afin qu'ils réalisent des travaux ou des services utiles au territoire, donc utiles aux habitants, aux associations, aux commerçants. Par exemple, développer des activités autour de la solidarité avec nos aînés, développer des projets de revégétalisation de la ville, développement d'agriculture urbaine, de liens sociaux, de médiation en territoire urbain sur des projets en constant renouvellement urbain. Enfin bref, il y a des sujets, il en existe beaucoup. Et pour finir sur le principe de cette expérimentation, c'est donc de montrer qu'il est possible de créer ces CDI en les finançant par la réorientation des coûts de la privation d'activité. Donc l'idée, c'est de dire que finalement, cette expérimentation, ou en tout cas ce projet de société, il est à coût zéro pour la société puisqu'il s'agit de réorienter des coûts qui aujourd'hui sont mobilisés pour accepter le coût social mais aussi le coût financier du chômage de longue durée, donc plutôt le coût, pour subventionner de l'emploi. C'est le RSA, mais c'est aussi tout le manque à gagner, puisqu'évidemment, un territoire où on crée de l'emploi, c'est aussi un territoire où on paye des impôts, on paye des cotisations et des charges sur les salaires. C'est un territoire aussi qui vit mieux, où il y a aussi moins de détresse sociale, plus de solidarité aussi entre acteurs économiques. Enfin, nous, c'est ce qu'on constate aussi, c'est que il y a les emplois que l'on crée, nous, en direct dans le territoire, mais il y a aussi tous les petits commerçants, artisans avec lesquels on travaille tous les jours et qui bénéficient aussi des projets qu'on monte ensemble. Et donc, non seulement on crée de l'emploi dans l'entreprise à but d'emploi, mais on en crée aussi, ou en tout cas, on en pérennise aussi à côté auprès des différents acteurs du territoire. Vous avez suivi de très près l'expérimentation dans le 13e arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, depuis quand est-ce que le projet est lancé et si vous pouvez déjà tirer un bilan ?
Alors en fait, le principe, c'est que sur chaque territoire d'expérimentation a été créée une entreprise à but d'emploi, dont le but est donc de créer ces CDI à temps choisi et de développer ces activités ou ces services utiles. Il y en a donc 10 qui ont été créés. Donc moi, je dirige l'entreprise à but d'emploi qui a été créée dans le 13e, qui est fortement, qui travaille en grande coopération avec les acteurs du territoire, puisqu'à côté de cette entreprise, il y a un comité local qui réunit toutes les parties prenantes du territoire, et c'est à ce comité local qui revient d'une part de détecter les besoins non couverts, mais aussi d'organiser la mobilisation du territoire, puisque derrière cette expérience, c'est plus qu'un projet d'entreprise, c'est vraiment un projet de territoire, un projet de société, un projet de citoyen, et donc la coopération des acteurs est extrêmement importante. Et derrière cette expérimentation, il y a 3 principes fondateurs, 3 principes qui président au développement de ce projet. D'une part, et ça fera le lien peut-être avec d'autres interventions, que personne n'est inemployable et que c'est peut-être un peu facile de dire que finalement le chômage de longue durée, ce ne serait qu'une question de chômeurs qui seraient devenus inemployables et complètement en décalage avec le marché du travail, que finalement le chômage de longue durée ne dit rien de nos compétences et de nos qualités. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est de dire que c'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi, puisque du travail au sens de l'activité, il y en a plein, j'en donnais des exemples, et qu'enfin, par ailleurs, c'est pas non plus l'argent qui manque, puisqu'on dépense beaucoup d'argent dans les coûts du chômage. Voilà. Aussi. Donc quand on veut de l'argent, on le trouve. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne cette expérimentation. Donc aujourd'hui, dans le 13e... Combien de bénéficiaires Alors aujourd'hui, dans le 13e, donc, depuis le premier contrat a été signé en mai. Aujourd'hui, on a pérennisé 17 CDI sur le quartier. Donc on parle vraiment d'un micro-quartier, on va en 10 minutes à pied d'un bout à l'autre. Donc notre objectif, c'est de créer à l'issue des 5 ans, d'ici 2021, 220 emplois sur le territoire autour de ces activités utiles. Donc nous, on travaille beaucoup autour de la nature en ville, de l'agriculture urbaine, de la création de l'entretien de jardins partagés, de l'accompagnement des politiques de végétalisation aussi de la ville de Paris. On lance une expérimentation aujourd'hui justement de conciergerie senior, donc de services à destination des plus de 65 ans sur une logique de solidarité, de petits services, coup de pouce dans des quartiers où il y a beaucoup de précarité, notamment des seniors. On travaille aussi beaucoup sur toutes les logiques de lien social, de médiation entre les habitants d'une part, les commerçants d'autre part. Et voilà, et donc aujourd'hui on en est à 17 emplois, donc difficile de tirer un bilan. Ce qu'on constate, c'est évident, c'est que la mobilisation des habitants, et en particulier donc, de ceux qui sont qualifiés de chômeurs de longue durée, elle est forte. Ils sont mobilisés individuellement mais aussi collectivement. Donc la première hypothèse de base, elle a été vérifiée assez simplement. Qu'il y ait du travail aussi, ça on l'a vérifié. Le modèle économique aujourd'hui, il est encore évidemment en construction, donc je serais bien prétentieuse aujourd'hui de vous dire que tout est validé après 6 mois d'expérimentation alors qu'on en a 5. Et c'est bien ça aussi, le but d'une expérimentation, c'est de tirer les constats jusqu'au bout. Affaire à suivre. Paul Duhan, vous avez étudié, travaillé dans la Silicon Valley. Vous en êtes revenu pour créer ce que je pourrais appeler une entreprise à but social. J'allais dire non lucratif, mais peut-être c'est non lucratif. On est structuré en ASSO 1901, pur jus. Très bien. Et alors, qu'est-ce que cette entreprise fait? Vous parlez de mission. Quelle est votre mission? La mission, c'est de mettre les algorithmes au service du bien commun. Donc c'est aussi simple que ça. Pour la petite histoire, je bossais dans la Silicon Valley. J'étais data scientist, c'est-à-dire que je faisais des algorithmes pour diverses boîtes, que ce soit PayPal, que ce soit Eventbrite, qui a d'ailleurs plutôt bien marché derrière. Et le constat, c'était... PayPal a été créé notamment par Elon Musk, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Et lui aussi qui marche très bien en ce moment. Et le constat, c'était que dans ce petit microcosme de la Silicon Valley, tout le monde veut changer le monde. On manie des technologies qui en changeant du code, va nous permettre de toucher des millions d'utilisateurs pour leur vendre des trucs.
Et à aucun moment on se dit comment est-ce que ces technologies on peut aussi s'en servir, non pas pour vendre des trucs à des millions d'utilisateurs, mais aussi essayer de toucher des millions de vies. Sans évidemment faire de solutionnisme technologique, mais justement comment est-ce qu'on essaie d'allier le meilleur de la technologie et de l'humain. Je me disais qu'il n'y avait pas vraiment grand monde sur ce créneau, mais qu'il y avait quelque chose de vraiment important à faire. Donc c'est là que j'ai créé Base Impact, j'ai quitté mon taf pour monter une ONG. Et depuis, donc ça fait 4 ans maintenant, on a fait divers projets aux États-Unis et maintenant en France aussi, par exemple avec des instituts de microfinance pour les aider à mieux allouer les micro-prêts, donc réduire les risques de crédit, ainsi de suite, travailler avec des groupes hospitaliers pour essayer d'optimiser la qualité des soins. Et maintenant, depuis 1 an et demi, gros projet, grosse pression, mais en France sur la question de l'emploi. On a bien compris, vous ne faites pas que de traiter des questions d'emploi, mais ça vous occupe beaucoup. On vous a beaucoup présenté comme le génie qui allait faire baisser le chômage. Est-ce que vous êtes ce génie ? Non. Les choses sont claires. Voilà, ça, vous pouvez le dire. Non, mais je me prononcerai pas là-dessus. C'est aussi la façon dont les choses sont présentées. Et puis je découvre aussi comment est-ce que le monde politique et médiatique fonctionne. En tout cas, nous, ce qu'on disait, c'est qu'on n'a pas tout essayé, comme tu le disais tout à l'heure, et que en fait, c'est parti d'une petite phrase où je présentais ce qu'on faisait. Donc à l'époque, on faisait rien en France ou rien sur la question de l'emploi. Et je disais, mais imaginez ce qu'on pourrait faire si, avec la technologie, on redonnait le pouvoir aux gens. Notamment dans la question de l'emploi, on pourrait imaginer baisser le chômage. Et puis c'est devenu monsieur promet d'aller baisser le chômage dans 6 mois. Mais du coup, nous, on s'est dit tant qu'à faire, chiche. Et donc sur ce, je suis rentré en France, monter le groupe ici. Effectivement, ça m'occupe la plupart du temps. Et donc là, on travaille exclusivement sur cette plateforme open source dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Bob. Et comment elle fonctionne ? Comment est-ce que Bob travaille pour... Alors Bob, c'est une application qui, pour quelqu'un qui aujourd'hui en recherche d'emploi, mais l'idée que ça s'étende à tous plus tard, peut rentrer ses informations sur ce qu'il cherche, sur ce qu'il est, ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui et ainsi de suite, et que derrière ça mouline et ça le croise avec l'expérience passée d'autres personnes dans des situations similaires, avec les données du marché du travail. Et ça va lui donner cette information. Donc ça va directement lui dire, voici votre bilan personnalisé, expliqué, les points qui sont un peu compliqués. Donc par exemple là, faites gaffe, le marché il a tendance à être un peu en compétition sur les gens de votre profil. Attention, là, il y a certaines compétences qui vous manquent, mais qui pourraient être extrêmement bénéfiques. Et derrière, le formuler des recommandations actionnables pour les aider à j'allais dire, booster leur employabilité, mais c'est plus que ça, c'est aussi les aider à construire leur parcours. Donc ça veut dire, et si vous réfléchissez par exemple à regarder à 15 km à côté, en fait, il y a des super opportunités. Ou si vous regardez plutôt dans ce métier, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais vous serez tout à fait le genre de personne qui pourrait faire du community management. Donc l'algorithme, c'est un peu un super pôle emploi en termes de... Je ne dirais pas ça publiquement. Et en tout cas, c'est pas l'idée. Moi, je pense vraiment qu'il y a une complémentarité à avoir. Le côté humain, il est important. Vous travaillez avec Pôle emploi. On travaille notamment avec Pôle emploi qui nous a généreusement fourni leurs données. Donc on est en partenariat avec eux. Donc ça nous permet de construire une partie de cet algorithme. En tout cas, l'idée vraiment, c'est que Pôle emploi, il y a le côté humain qui est important, mais que derrière, il y a tout un pan de choses qu'on n'a pas essayé. Qui est comment est-ce qu'on va pouvoir essayer aussi d'autonomiser les gens, donc de leur donner le pouvoir de l'information. Et ça, ce qu'on voit, c'est que quelque part, c'est aussi faire confiance aux gens, et ça marche pas mal. Donc nous, aujourd'hui, en 1 an et en faisant plein de conneries, on a fait toutes les erreurs du monde. On a pu accompagner un peu plus de 130 000 personnes en 1 an. Et alors, quel bilan pour ces 130 000 personnes ? Pour ces 130 000 personnes, donc aujourd'hui, on en a 85-86% qui derrière nous disent que les conseils leur ont été utiles. Et on fait des sondages d'impact 3 mois plus tard. Et sur ces 3 mois, il y en a à peu près un peu plus de 40% qui disent l'accompagnement que j'ai reçu, qui dure 15 minutes, qui est gratuit, a augmenté, a contribué à ce que je retrouve un emploi. Très bien. Donc
En tout cas, juste pour nous, quand on parle des algorithmes, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va tout résoudre. Mais ce qui est vraiment excitant pour nous, c'est que aujourd'hui, Base Impact, donc l'association en France, c'est 5 personnes. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu plus, c'est 9 personnes. Mais avec une équipe de moins de 10, de pouvoir toucher 130 000 personnes et derrière, donc si on prend les 40% que ça a pu accompagner, d'avoir un impact sur des dizaines de milliers. Donc c'est ça pour nous, en tout cas, ce qui nous fait vibrer et pourquoi on s'engage. Julien Bayou. Vous, le projet Mon Revenu de Base, il n'a pas pour vocation de retrouver un emploi aux demandeurs d'emploi, mais plutôt d'accompagner tout un chacun finalement dans la vie pour faire face éventuellement à des creux dans une carrière. Mais peut-être première chose, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est le revenu universel, le revenu de base, on l'appelle des deux façons? Oui, alors revenu universel, revenu de base, c'est un peu la même chose. L'idée, la définition sur laquelle on se met d'accord, c'est un revenu inconditionnel, quelle que soit votre activité, qui vient en plus de votre revenu, qui est individuel et donc qui est de la vie, de la naissance à la mort. Voilà. Donc, si vous voulez creuser, je vous invite à aller voir sur le site du MFRB. C'est vraiment acronyme ici. Oui, voilà, le mouvement français pour un revenu de base. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très en décalage avec la manière dont on a de vivre au quotidien, où il faut souffrir pour obtenir son revenu. Et puis il y a une histoire de valeur travail, quand bien même elle n'est pas du tout respectée en fait, puisque ceux qui veulent travailler ne trouvent pas d'emploi, et ceux qui ont un boulot, la plupart du temps, enfin pour beaucoup de gens, le vivent mal. Et donc c'est vraiment parler de tout ça. C'est vraiment partir de ce constat que notre système aujourd'hui ne fonctionne pas. On peut faire le compte, on a parlé des 5 millions de chômeurs, on pourrait parler du burn-out, des maladies professionnelles, du sentiment de perdre l'utilité de son travail. Et tout ça générant une dette, des intérêts de 60-70 milliards les bonnes années de déficit. Sans parler de la dette écologique. Donc ce système ne fonctionne pas et donc en fait ça peut paraître utopique, mais ce qui est utopique c'est de considérer que ça peut continuer longtemps comme ça et que donc on doit faire un pas de côté pour envisager différemment. Alors différemment... Dans le détail, le revenu universel, le revenu de base, c'est quelle somme et comment c'est distribué, par qui Mais moi je ne sais pas, c'est pour ça qu'il faut tester, c'est pour ça qu'on propose une expérimentation. Nous notre objectif c'est, puisqu'on est loin de pouvoir le mettre en place directement, on ne peut pas faire on-off d'un coup comme ça, c'est de commencer par une expérimentation. Aussi pour que la plupart des gens s'approprient le concept et puis se fassent leur propre opinion. Là, on est souvent sur des préjugés, des idées reçues. Ah oui, mais si mon voisin il touche 1 000 euros, il va s'arrêter de travailler. Déjà, je ne sais pas. C'est pas sûr que ça soit une mauvaise chose, en fait, en vrai. Puisque si lui s'arrête de travailler et qu'il est graphiste, le graphiste d'en face aura plus de boulot. Donc, en fait, s'il choisit son activité, il peut y avoir plein d'effets positifs. Mais tant qu'on a dit ça, on n'est que sur presque du café commerce. Et donc l'intérêt d'aller sur une expérimentation, d'autant qu'il y a des territoires qui souhaitent expérimenter, c'est de rentrer un peu dans le dur des effets. Que se passe-t-il si nous, ici, admettons qu'on soit une petite commune de quelques milliers d'habitants, quel est l'impact sur la commune, sur les gamins, sur la scolarité, sur la santé, etc., sur ce boulanger qui est d'habitude insupportable, mais enfin là, il est très content. Comment ça se passe si on a tous non seulement un revenu par mois, mais qu'on sait que dans 10 ans, ça sera aussi garanti. Alors, pour l'instant, vous faites passer à l'échelle d'une commune, vous avez 3 bénéficiaires, un 4e... J'y viens. Ça va aller un peu vite. Non, mais il faut imaginer, il y a 150 ans, il y a des gens qui sont allés voir les ouvriers en disant, mais en fait, arrêtez de mourir au boulot, on va faire autrement. Au lieu de travailler jusqu'à mourir, vous allez mettre une petite partie de côté tous les mois, et puis à un moment, vous arrêterez. On appellera ça la retraite. Ça a mis du temps à percoler, c'est normal. Donc, il a même fallu que des gens l'expérimentent. Et puis, en 1945, on sait la protection sociale. Cette protection sociale, elle est à bout de souffle, donc il faut expérimenter autre chose. Nous, on fait le pari que ça permet de lutter d'emblée contre la pauvreté, surtout si vous mettez le seuil aux alentours du seuil de pauvreté, évidemment, mais qu'en plus, ça permet à chacun de choisir sa vie. C'est-à-dire, je me suis planté dans mes études, je refais une formation. Je tente une boîte. Si je me plante, j'en prends pas pour 20 ans de surendettement. J'ai une capacité de rebond, etc. La manière la plus pragmatique qu'on a trouvé de le faire, c'est de collecter entre nous ces 12 000 euros, ces 24 000 euros, ces 36 000 euros pour redistribuer
aux personnes tirées au sort, personnes qui sont inscrites sur le site internet, pour qu'elles touchent 1 000 € par mois pendant un an. On a eu énormément de chance, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient donner, en participant ou non. Il y a eu 1 500 donatrices et donateurs, il y a 80 000 personnes qui sont inscrites pour participer au tirage au sort. Et on a eu énormément de chance parce qu'on est tombé sur presque des archétypes. C'est-à-dire que les bénéficiaires, on n'aurait pas pu... Enfin, c'est un huissier qui a choisi, évidemment, par tirage au sort. Mais vraiment, on n'aurait pas pu faire mieux, entre guillemets, si je voulais raconter le récit. J'ai 1 minute pour le... Bon. Allez-y. Alors, vous avez quelqu'un qui a 30 ans, qui est au RSA, donc qui est artisan charpentier. Lui, il veut bosser, mais il s'est blessé. Et il est rentré très vite dans la spirale de la pauvreté. Donc après, coupure d'électricité, la hanche, ça va de pire en pire, et problème de mobilité. Enfin bon, presque le cliché de la pauvreté qui, si elle était prise en charge un peu plus tôt, serait beaucoup moins problématique. La deuxième, elle est en Bretagne. À nouveau un cliché, entre guillemets, c'est la vendeuse en supermarché qui veut travailler plus longtemps, mais qui est à temps partiel contraint, comme c'est beaucoup le cas pour les femmes, et qui du coup, derrière, aura une plus petite retraite. Elle a aux alentours de 55 ans. Donc quand elle a reçu l'annonce qu'elle allait avoir 12 000 € fractionnés par mois, elle s'est dit, non, je vais d'abord tout mettre de côté. C'est-à-dire, je vais rien changer à ma vie, mais comme j'aurai une petite retraite, je vais le garder pour plus tard. Et puis, ça fait un mois, là. Et en fait, elle se dit qu'elle n'est peut-être pas obligée de continuer telle qu'elle pendant 10 ans, et qu'en fait, elle va peut-être utiliser une partie pour refaire une formation, histoire que pendant 10 ans, elle ait au moins plaisir à ce qu'elle fait dans la vie. Donc vraiment une question de reprendre prise sur le cours des choses. Et puis la troisième, je termine là-dessus, parce qu'on va tirer au sort le ou la quatrième, donc ça peut être vous si vous inscrivez avant le 21 février. La troisième, plutôt classe moyenne, secrétaire dans un organisme de formation. Donc elle, au départ, elle a même culpabilisé de voir que les deux autres étaient beaucoup plus pauvres. Et maintenant, elle se dit, tiens, mais en fait, moi aussi, je peux en faire des choses bien, et donc réfléchir à ma vie, aider mes proches, sa mère est pas en bonne santé, ou reprendre une formation, etc. Et donc, bon, on n'aurait pas pu rêver mieux comme tirage au sort. C'est vraiment les illustrations de la lutte contre la pauvreté, le vivre plutôt que survivre, et puis vraiment une sérénité par rapport à l'avenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun des 3 bénéficiaires n'envisage d'arrêter de travailler. Comme c'est souvent caricaturé... Oui, alors il y a beaucoup de biais, puisque c'est qu'un an, et puis alors est-ce qu'ils savent, ils ont vraiment le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas du tout d'ailleurs obligés de témoigner ou quoi, mais ils ont accepté de le faire pour Le Monde, et je vous invite à voir les témoignages. Mais il y a l'idée de travailler moins, ou de choisir vraiment son activité. Et je pense qu'on est nombreux à dire non, mais moi non, moi je continue tel quel et tout, et à soupçonner les autres de s'arrêter de travailler. Alors qu'en vrai, si on disait, si je peux quand même mettre 25% de mon temps à consacrer à une formation, à mes proches, à apprendre l'espagnol, à m'occuper des gamins ou à lire enfin un peu, en vrai, on se ment un peu aussi à soi-même. Moi, j'estime, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord, j'estime qu'on est sur un chemin où on doit réduire la part du temps consacré au travail subi, puisque tu as fait absolument la distinction entre travail et emploi. Il y a du travail, il y en a plein, il n'est pas payé. Mais par contre, trouver le moyen d'avoir ces activités choisies et utiles à la société. Très rapidement, quelles sont les pistes de financement d'un revenu universel? Quelles sont les idées qui sont évoquées déjà? Alors d'abord, on aimerait reproduire ce que ATD Quart Monde a réussi, c'est-à-dire obtenir du Parlement une loi d'autorisation des expérimentations. On a été reçu à l'Élysée il y a un mois. Vous dire que c'est fait, c'est pas gagné. Ils ont un plan de lutte contre la pauvreté, mais ils n'ont pas encore les idées dedans, donc on essaye. Commencer par cette expérimentation, ça serait déjà bien, et ça, budgétairement, c'est beaucoup plus utile que le CICE, par exemple, qui permet à Carrefour de payer les licenciements des 2400 personnes qui vont partir. C'est aux alentours de 250-300 millions d'euros. Et après, évidemment, s'il s'agit d'aller vers le revenu de base, là, il faut le faire en plusieurs étapes. L'option qu'on estime la plus intelligente, c'est RSA automatique. Il y a trop de personnes qui devraient toucher le RSA qui ne le touchent pas, 30% de non-recours pour plein de raisons. Ouverture aux 18-25 ans, s'il n'y a pas de raison qu'ils en soient exclus. Individualisation, parce qu'aujourd'hui, quand vous
essayez juste d'aller chercher le questionnaire RSA, c'est hallucinant. On vous demande si vous êtes en couple ou pas, et si vous n'êtes pas en couple, depuis quand vous êtes séparés. Donc, c'est vraiment inquisition totale. Donc l'individualiser, parce que si vous avez le malheur de tomber amoureux ou amoureuse, on vous retire 30 € le mois d'après, donc c'est pas super. Et puis à partir de là, on peut éventuellement commencer à le rendre inconditionnel. Et peut-être pour des villes, peut-être pour des groupes de population, par exemple les agriculteurs. Ce serait intéressant de voir est-ce qu'ils s'orientent plus vers le bio quand ils sont moins dépendants de la dette, de la production, etc. Ou les mères célibataires, quel impact sur les gamins, etc., etc. Donc voilà, c'est ça la piste. À court terme, le revenu universel, il est souvent présenté comme un moyen de pallier à la précarité du monde du travail. D'ailleurs, sur ce point, vous êtes d'accord avec même les économistes ou les milliardaires les plus libéraux. Ces libéraux estiment aussi que le revenu universel permettrait plus de création d'entreprises, parce que le risque pris à créer une entreprise serait moindre si on avait ce filet de sécurité qui serait le revenu universel. Aujourd'hui, ça s'appelle Pôle emploi. Vous faites une rupture conventionnelle et vous avez 12 ou 23 mois d'ACDIC. Et ça, c'est le premier financeur de start-up en France, on ne le dit pas assez. Et c'est très applaudi par les patrons. On parle beaucoup de créer son emploi. C'est des gens qui ont cotisé, hein. Je précise quand même, il faut le dire à chaque fois. Ce pas des gens qui reçoivent gratuitement de l'argent, ils ont cotisé pour ça. Mais derrière, ils l'utilisent comme filet pour éventuellement se planter ou réussir. Quand l'emploi devient rare, on parle beaucoup de créer son emploi. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que créer son emploi est un moyen de lutter contre le chômage, par exemple, dans une expérimentation sur le chômage de longue durée ? Finalement, nous, là, dans l'équipe aujourd'hui de 13 Avenir, donc qui est l'entreprise à but d'emploi du 13e, on a pas mal de gens qui sont revenus de ça, c'est-à-dire des jeunes ou moins jeunes qui se sont lancés, auto-entrepreneurs, chauffeurs Uber, voilà, et qui se sont confrontés aussi, d'une part, à la difficulté d'entreprendre, et puis parfois, aussi au contexte de ces modes d'entrepreneuriat. Donc, ce que propose là ce projet, c'est un espèce d'équilibre entre l'initiative individuelle, la reconnaissance des compétences et des appétences de chacun, et en même temps un cadre collectif. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, fait la différence, et qui fait que ça marche, c'est que pour créer ces emplois, on part à la fois des besoins du territoire, mais aussi des souhaits des personnes et de la manière dont elles projettent leur parcours professionnel et leur contribution au territoire, mais on leur propose de développer cette activité d'une part dans le cadre d'un CDI, et ça c'est évidemment la grande spécificité, la grande innovation aussi de cette expérimentation, puisque bien souvent, au fur et à mesure que les mois de chômage s'accumulent, la perspective d'un CDI recule aussi. Et en fait, on a dans les différents territoires des gens qui ont 50, 60 ans et qui vont pour la première fois de leur vie signer un CDI. Évidemment, la stabilité à un moment pour construire sa vie personnelle, familiale, ses projets, c'est hyper important, et c'est aussi une des réponses qui est proposée autrement, mais qu'apporte le revenu universel. Et par ailleurs, je pense que ce qui porte vraiment les personnes qui s'engagent dans cette expérimentation, c'est que d'une part, elles reprennent en main leur destin et leur parcours professionnel et personnel en choisissant les activités sur lesquelles elles veulent s'engager, sur lesquelles elles veulent se former. C'est-à-dire que nous, le premier réflexe que j'ai quand quelqu'un souhaite s'engager dans le projet, qu'il arrive avec son CV, c'est de dire votre CV, il ne m'intéresse pas, vous pouvez le ranger, vous pouvez le garder pour un autre employeur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et ça, c'est pas toujours un exercice facile, puisqu'on est quand même hyper conditionné par ce fameux CV, et quand sur son CV il y a marqué femme de ménage depuis 30 ans, c'est difficile de penser que par ailleurs on a aussi été aidante ou aidant dans sa famille, qu'on est passionné de littérature, et qu'en fait il y a potentiellement plein d'autres manières auxquelles on pourrait contribuer et créer de l'activité. Et par ailleurs, l'autre chose qui est déterminante et qui est vraiment mobilisatrice, et qui pour moi est complémentaire, c'est en ça où je pense que le revenu universel ne peut pas être la seule réponse à la question de la précarité, du chômage de longue durée, c'est que cette expérimentation, elle donne aussi un sens et une place dans un collectif, dans la société, dans un territoire,
Et c'est véritablement ça, je pense, aujourd'hui, qui est le moteur de la mobilisation. Aujourd'hui, de 17 personnes, mais de 70 qui attendent d'ores et déjà de rejoindre cette expérimentation dans le 13e. C'est vraiment de contribuer à un projet de territoire et de se dire que voilà, on était peut-être la personne pendant un moment qui était stigmatisée parce qu'on est aussi sur un micro-quartier où tout se sait et on sait que voilà, on est père de famille au RSA depuis 5 ans, qui sort de prison, etc. Et puis là, on se retrouve à être la personne qui a fait sortir du béton un jardin partagé, qui a remobilisé les locataires, qui a permis de développer une nouvelle offre de services et de solidarité auprès des seniors. Et c'est ça aussi qui donne du sens et de la force, je pense, à cette expérimentation. Alors, vous abordez un point clé finalement. Est-ce qu'un revenu institutionnalisé comme le revenu universel suffira pour se réaliser dans sa vie quand on sait que beaucoup de gens travaillent et sont fiers de leur travail? Ils ne font pas uniquement pour vivre. Quel est votre avis à vous sur est-ce que le revenu universel suffira à donner une... Non. Non, je suis complètement d'accord. Il y a un aspect du statut social, de la reconnaissance sociale et de l'estime de soi, évidemment. L'idée n'est pas du tout de mettre en opposition les deux. Donc vraiment, et de la même manière que le revenu de base, moi j'estime par exemple que ça peut permettre de redynamiser les territoires. S'il y a des gens ici qui ne sont pas contents d'habiter à Paris et qui pourraient avec un revenu de base aller habiter ailleurs, parce qu'ils seraient très heureux d'aller habiter ailleurs, et comme ça me ferait mon loyer moins cher, puisqu'on serait moins nombreux à subir d'habiter à Paris, et que ceux qui... Voilà. Évidemment, ça peut être un outil, mais ça ne changera rien au fait qu'il faut travailler sur l'égalité des territoires, sur les transports publics, sur je ne sais quoi. C'est évidemment que ça n'est pas la panacée. Il faudra travailler sur les questions d'égalité salariale femmes-hommes ou des luttes contre les discriminations, etc. Mais... par contre, ça réinterroge le rapport au travail. Et il y a quand même une bonne part de fantasme quand on dit le travail, c'est l'émancipation. Il y a aussi souvent travail subi. Et moi, j'entends souvent parler de valeur travail, parce que je fais de la politique, donc c'est la tarte à la crème, quoi. Vous avez Wauquiez qui va vous parler de valeur travail, enfin, c'est à peu près pareil. C'est des gens qui, on a entendu Fillon sur le rapport au travail, c'est quand même pas ça. Et puis surtout, on rate l'essentiel, c'est-à-dire que dans notre société, les métiers les plus utiles, les emplois les plus utiles, sont les moins bien valorisés. C'est pas pour faire de la pub pour la police, mais enfin, ils sont très très mal payés pour le service essentiel qu'ils rendent à la société. Évidemment, les enseignantes et enseignants, infirmières, infirmiers, etc., etc. Et donc la valeur travail, elle est galvaudée, parce que quand on dit que des gamins, leur ambition c'est d'aller sur le canapé pour regarder la télé, c'est pas vrai. Ils sont les premiers à faire des stages très très mal payés parce que justement ils veulent ce travail, cette insertion, etc. Et donc il faut faire attention à la question de la valeur travail, parce qu'en fait elle est galvaudée. Mais par contre, oui, pour beaucoup, on aspire à un travail dont on se sent fier et qui soit utile à la société. Alors, si on se projette un peu dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, un des défenseurs du revenu universel, Elon Musk, on en parlait tout à l'heure, estime que les robots en fait, vont remplacer dans de nombreux métiers l'humain. D'abord, est-ce que ce scénario est crédible, Paul Durand, parce que la question est pour vous qui maîtrisez les algorithmes. Et ensuite, comment va se porter la valeur travail si les robots travaillent aussi bien que nous? Bon, premièrement, sur est-ce que la prédiction est vraie ou pas, moi j'en sais rien. Je ne vais pas me transformer en Nostradamus ou en Laurent Alexandre. Ce que je peux vous dire, c'est que donc clairement, ce qu'il y aura, c'est une phase de transition. Après, la question de est-ce que cette destruction va être créatrice derrière et qu'il y aura plus de métiers nouveaux qui ont émergé parce que l'industrie va être complètement différente qu'il n'en a été détruit, ça historiquement, ça s'est toujours produit. Il y a des arguments pour dire que cette fois-ci, ça va être différent parce que l'intelligence artificielle, ça ne change plus seulement le travail mécanique, mais aussi le travail cognitif. C'est-à-dire que c'est plus seulement les ouvriers qu'on va automatiser, ça va être les avocats, ça va être les médecins, ça va être les comptables. Donc c'est ça qui est les chirurgiens aussi. Donc c'est ça qui va être assez nouveau. Donc deux choses là. Enfin, d'une part sur le long terme, du coup avec un angle qui est complètement différent de celui du revenu universel. Quelque part ça s'y rejoint parce que la question du sens dans la vie et au travail et post-travail d'ailleurs,
elle se pose qu'on soit dans une société où on a un revenu universel, se pose la question du sens, parce que comment est-ce qu'on trouve du sens quand on est libéré de la valeur travail, et d'autre part, elle se pose aussi quand on est dans une situation où tous les métiers ont été remplacés par des robots, comme quoi on se retrouve. Par contre, donc ça c'est vraiment dans le grand futurisme, je pense qu'à plus court, moyen terme, dans les 10-20 prochaines années, c'est là qu'il y aura une vraie question de transition, une transition économique, parce que les algorithmes vont transformer très rapidement des pans entiers de l'industrie. Et donc, par exemple, le plus imminent, ça va être les chauffeurs-livreurs, donc les voitures autonomes. Donc, le secteur, tous les gens qui travaillent donc dans la livraison, par exemple, c'est gigantesque. Regardez les émeutes que ça a fait quand Uber est arrivé sur le marché, parce que les taxis ont perdu une partie, donc une partie de l'industrie a perdu une partie de sa part de marché. Imaginez ce que ce sera quand, du jour au lendemain, tous les gens qui vivent du fait de conduire, d'être derrière un volant pour conduire des choses ou des gens, va être devenu obsolète. Donc c'est là qu'il y aura une vraie question de comment est-ce qu'on gère la transition, comment est-ce qu'on accompagne ces personnes-là, donc soit dans le travail, soit à trouver du sens en dehors. Et je dirais même comment est-ce qu'on repense les territoires, parce que ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces disruptions, elles vont aussi être assez concentrées dans les territoires. Alors, trouver du sens en dehors du travail, ça pose la question finalement d'une forme d'inégalité entre les quelques-uns qui garderont un travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui seront probablement les emplois les plus haut placés, qui dirigeront les entreprises des États tels qu'on les connaît aujourd'hui, et les autres qui recevront peut-être un revenu universel et qui travailleront pour leurs voisins, pour leur famille. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inégalité entre des gens qui ont besoin du revenu universel pour subvenir à leurs besoins et des gens qui vont travailler et pour qui ce sera juste un plus? Je vais juste répondre très rapidement à la première partie de la question. Le risque, il existe, et d'ailleurs, il est avéré. Donc, dans la Silicon Valley, les études qui disent, souvent, parce qu'on leur tape dessus en disant mais vous détruisez les emplois, ils vont sortir en réponse tous les rapports qui disent en fait non, pour chaque emploi d'ingénieur dans les GAFA, on va créer 3 emplois derrière. Et il se trouve que, en fait, quand on regarde de plus près, oui, pour chaque emploi payé $200 000 par an d'ingénieur, on va créer 3 emplois de gens dont le salaire vient d'aller offrir des services à cette nouvelle caste. Donc ça, clairement, ça se passe déjà. Donc il y a d'un côté les ingénieurs et de l'autre côté il y a les gens qui vont les conduire au travail. C'est un peu. Ouais, et moi, je schématise un peu. Pour aller dans le même sens, en fait, c'est important de s'inquiéter de la vague qui vient, mais en fait, le monde actuel est très, très inégalitaire. C'est-à-dire que les 30 Glorieuses, ce mythe, moi j'ai pas connu, on m'a dit c'était super. Aussi on m'a dit, mais... L'emploi, la croissance, du coup l'emploi, et du coup la fameuse répartition qui fait la social-démocratie, on répartit les richesses entre travail et capital, etc. C'était l'exception. Voilà. C'était basé sur la colonisation, et puis sur la destruction de la planète, et puis sur des gains de productivité, tout ce qu'on veut, mais en tout cas la croissance crée de l'emploi. Et peut-être pas trop d'inégalités. Aujourd'hui, on est rentré dans un cycle où il y a peu de croissance, et d'ailleurs c'est tant mieux, parce qu'il faut faire 100, parce que si c'est pour détruire la planète, c'est pas top. Mais quand il y en a, elle est pas créatrice d'emploi, elle peut même en détruire. Si vous faites la croissance du trading à haute fréquence et que vous travaillez à la Société Générale, méfiez-vous, parce que la croissance de la Société Générale, c'est moins de banques de dépôt et de caissiers et de caissières, etc. Et puis, elle est surtout créatrice de très très fortes inégalités, comme tu l'as expliqué. Donc, tout ce système de la croissance, attendons la croissance et ça va s'améliorer. Non, en fait, donc il faut vraiment envisager autre chose. Et moi, je pense qu'au contraire, le revenu de base, c'est une autre répartition des fruits de cette activité. Et c'est au contraire beaucoup plus égalitaire. Imaginez pouvoir dire, parce qu'il y a un filet par ailleurs de 500, 600, 800 euros, pouvoir refuser ces métiers
très très mal payés ou très très mal considérés. Notamment donc le fameux cliché du travail à temps partiel. Vous faites 3 heures le matin, c'est 4 heures sur place, mais officiellement vous pouvez rentrer chez vous, mais bon, comme vous pouvez pas, vous attendez dehors, et puis vous avez 3 heures payées au SMIC derrière, avec un revenu de base à un montant suffisant, mettons 600, 700, 800 euros, vous pouvez refuser et avoir un vrai pouvoir de négociation individuel cette fois-ci par rapport à l'employeur. Elisa, sur les inégalités. Ensuite, on passera aux questions si vous en avez. C'est évident, elle est avérée. Je pense qu'on est à un moment où il faut repenser, c'est un peu tout le sens des discussions qu'on a là, en profondeur les relations au travail et les relations entre les personnes au travail, et de prendre la question notamment du chômage de longue durée, encore une fois simplement sous l'angle de l'inemployabilité des personnes, où voilà, il suffirait d'injecter des milliards dans la formation, alors qu'on sait que ceux qui sont les plus éloignés aujourd'hui de l'emploi, c'est pas de la formation qu'ils demandent ou dont ils ont besoin. Enfin, en tout cas, la formation, elle a du sens une fois qu'on a repris une activité et qu'on se projette justement dans un futur, dans une trajectoire professionnelle. Et là, on a envie de se former parce que voilà, on a envie aussi de développer son parcours professionnel. Ça suffira pas. C'est de penser les choses comme ça. Donc je pense qu'on est vraiment dans ce moment où c'est un autre paradigme des relations de travail qu'il faut imaginer. Très sincèrement, j'ai absolument pas la réponse, évidemment, mais je pense que c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui de pouvoir expérimenter. C'est juste un truc, on parle d'inégalité, mais souvent financière. Je pense qu'il y a aussi l'inégalité en termes d'épanouissement. Et ça, je pense que c'est quand même assez gigantesque. Là, tout à l'heure, je te donnais la stat que j'avais lue ce week-end, c'est 91%, après on verra les sources, mais c'est un truc Gallup, donc on verra. Mais 91% des gens se disent désengagés au travail, mais c'est monstrueux. Donc, on a 9 personnes sur 10 qui vont 8 heures ou 10 heures par jour ou je ne sais quoi, passer la majeure partie de leur temps éveillé à faire des choses qui les font chier. Enfin, je suis désolé, en fait ça aussi, quelque part, c'est vachement triste. Donc, si le revenu universel, ça peut être une façon aussi de réduire les inégalités en termes d'accès au sens, à l'activité choisie. Je trouve que c'est gigantesque. Enfin, quelque part, à titre anecdotique, nous on a cette chance-là, ou du moins moi personnellement, je parle pas pour vous, mais cette chance-là que j'ai mon revenu universel parce que je sais faire du machine learning à l'ère où ça vaut, à une ère où c'est des compétences assez valorisées. Donc, et ça me permet d'aller quitter mon travail pour aller faire un truc à but non lucratif. Et ça, moi, sans ça, je serais en pleine dépression. D'ailleurs, je l'étais. Et donc, comment est-ce que ça, on peut le démocratiser et qu'on fait en sorte que c'est pas disponible uniquement aux gens qui font partie qui ont eu la chance d'être privilégiés soit par naissance, soit par le marché. C'est quand même une grande question. Est-ce qu'il y a d'autres grandes questions, justement ? Oui, merci. J'ai une question pour le revenu de base. Est-ce que vous avez déjà envisagé de le coupler avec une monnaie locale ? Parce que j'ai appris récemment que le nombre de monnaies locales sur le territoire est relativement important, c'est plus de 120, je crois. Et récemment, j'ai entendu parler d'un projet à l'échelle régionale pour la Normandie, donc, qui va se mettre en place prochainement sous forme dématérialisée, pour des raisons pratiques en fait, et de coûts. Donc, vous avez déjà rencontré quelqu'un à l'Élysée. Est-ce que vous envisagez de rencontrer le président de région de la Normandie ? Parce qu'avec un revenu universel, avec une monnaie locale en plus dématérialisée, il y a peut-être des possibilités en fait de... La réponse est oui, complètement. Si vous pouvez nous mettre en lien, moi j'étais pas au courant de l'aspect normand, les monnaies locales, mais si, moi j'avais proposé aux Basques là, à Bayonne, ils ont l'Eshko, c'est la plus grande monnaie locale. Alors la monnaie locale, ça peut sembler un peu comme ça utopique. En fait, c'est une monnaie c'est un équivalent euro que vous pouvez dépenser que dans les commerçants du territoire. Ce qui fait que au lieu d'acheter un café à 1 euro, vous le payez en Eshko, et du coup on est certain que l'argent il ne quitte pas le territoire et qu'il est vraiment utile aux commerçants du coin et pas à Amazon par exemple. Qui par exemple ne paye pas d'impôts par exemple. Bon. Au hasard. Et donc mais c'est pour ça qu'on aimerait beaucoup tester. Par exemple, évidemment il y a l'aspect monétaire. Alors 1 000 euros d'un coup.
mais on pourrait aussi envisager par exemple des services publics de base gratuits. On vous donne 5 mètres cubes de chauffage ou d'eau chaude, etc., etc., de transport aussi, et puis un complément en monnaie locale, et puis un complément en numéraire. Il faudrait pouvoir tester toutes ces choses-là et voir un peu quel est l'intérêt pour la population et pour le territoire. Parce que comme l'un des leviers, paraît-il, de ces monnaies locales, c'est le fait que ce soit dans l'engrenage économique local et notamment dans les transports en commun, que les collectivités prennent part. Et là, on a une monnaie locale qui se met à l'échelle d'une région, donc d'une collectivité locale. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu veux répondre? C'est où une crypto-monnaie? Je m'entends. Je peux peut-être essayer de le faire comme ça. Non. Oui. Alors, j'ai l'impression, moi, que beaucoup de choses que vous avez évoquées tournent quand même finalement autour du partage des richesses. Et donc, est-ce que ce sujet, c'est le grand thème. On est démasqué. Oui, mais sauf que ce sujet est rarement abordé tel quel. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de politiques qui disent que l'ensemble des richesses, que ce soit nationales ou mondiales, est fini, et que donc, quand il y a des très riches, ça veut dire qu'il y a des plus pauvres, et qu'il faudrait trouver un moyen, non pas de rendre tout le monde égal, mais au moins d'éviter les écarts monstrueux qu'il y a actuellement. Une chose, je pense, je suis pas forcément d'accord avec le fait que les richesses soient finies, parce que la valeur, elle se crée aussi. Aujourd'hui, quelqu'un qui est pauvre est beaucoup plus riche qu'un pauvre au Moyen Âge. Donc, je pense quand même qu'on peut faire en sorte qu'on puisse tirer tout le monde vers le haut. Enfin, c'est juste une parenthèse. Après, vous avez tout à fait raison que la grande question, c'est le partage et surtout comment est-ce qu'on contre la concentration des richesses. Parce que dans une économie qui est de plus en plus globalisée, numérisée, les flux ont tendance à être vraiment concentrés, parce que c'est le winner takes all, mais à l'échelle mondiale. Le mec qui a fait prend Facebook, le gars qui a fait le site parce qu'il est un peu meilleur que celui de MySpace, il se prend toutes les richesses. Donc la grande question, je pense, c'est une autre grande question, quelle horreur. C'est comment est-ce qu'on repense les mécanismes de distribution dans un monde où la richesse est de plus en plus concentrée, et ça aujourd'hui il n'y a pas vraiment de réponse, et c'est pour ça je pense qu'au niveau politique c'est quand même assez dur à j'ai l'impression qu'on est même dans le sens inverse. Ouais, non, juste sur un mot, il y a un choix délibéré de favoriser ces inégalités, tout simplement. C'est-à-dire que la protection sociale, les assédiques, le fait de pouvoir aller voir un médecin, le tiers payant, tout ça, c'est facteur d'égalité, en tout cas d'avoir un socle minimal pour que chacun puisse partir de ça. Et puis à l'opposé, vous avez le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi. Vous allez dire que j'en parle tout le temps, mais c'est 20 milliards d'euros, c'est quasiment l'intégralité de nos marges de manœuvre budgétaires. Et on donne autant à Carrefour qu'à l'épicier du coin, autant aux libraires, c'est en fonction de la masse salariale, mais autant aux libraires qu'à Amazon, autant à BNP qu'à, je sais pas quoi, le truc utile, et qu'il n'y a pas de paradis fiscaux aux îles Caïmans ou ailleurs. Et on a injecté toute notre marge de manœuvre budgétaire là-dedans, ça crée 0 emploi, et on peut même raffiner entre guillemets, puisque quand vous êtes une grande boîte, vous avez vous êtes prédateur, vous avez des sous-traitants. Eh bien, ils ont embauché des cabinets pour savoir combien leurs sous-traitants allaient recevoir de CICE et leur dire, du coup, tu me fais la réduc là-dessus. Et donc, ils ont aspiré le CICE de leurs sous-traitants. Et pour beaucoup de boîtes, ça se traduit par des licenciements parce que c'est plus intéressant. Auchan, Carrefour, Société Générale, Natixis ont énormément licencié alors qu'ils ont touché des dizaines de millions d'euros du CICE. On parle de chômage, mais on s'éloigne un petit peu du sujet. Non, on parle d'inégalité. Et je termine là-dessus. C'est délibérément un choix que de ne pas avoir conditionné l'utilisation du CICE. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Ça va être compliqué. Ah non, ça a coûté super cher. Gagnante. Bonsoir. C'est juste une question d'ordre pratique. Je m'adresse à Monsieur Duhan, si je ne me trompe pas de nom. Le Bob, je voulais savoir si c'était utile pour quelqu'un qui avait un cursus atypique. Est-ce que l'algorithme comprend les parcours atypiques?
Super question, bah ça il faut essayer. Non, parce que je dis ça parce qu'en fait des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais l'idée c'est que l'algorithme il apprend. Donc nous par construction, parce que c'est quand même un chantier qui est un peu titanesque, l'idée c'était plutôt de commencer par les métiers les parcours les plus représentés, parce que c'est ça qui permettait d'aider le plus de gens et que il fallait bien commencer quelque part, donc on a commencé plutôt par les profils les plus représentés parce que c'est comme ça qu'on pouvait aider le plus de gens possible, mais derrière l'idée c'est de prendre de plus en plus en compte les profils atypiques, donc à voir. Mais ça en tout cas moi c'est un truc auquel je tiens beaucoup parce que déjà le mien il est atypique, donc je serais pas là où je suis si j'ai pas fait ça, et derrière parce que ça on a un peu parlé, mais je pense que plus le monde va et plus chaque personne aura vocation à être entrepreneur de sa vie. Et je pense que c'est aussi ça la différence. On va plus parler d'emploi à vie. C'est plus j'ai 18 ans, je fais mes études, je prends mon CDI et puis basta. Donc de plus en plus, il va falloir réussir à accompagner les gens pour que chacun puisse être future-proof. Voilà, c'est un terme que j'aime bien. Encore une question. Moi, j'avais une question sur la mesure d'impact social. Est-ce que vous arrivez à convaincre les gens qui disent déjà on donne trop aux chômeurs par exemple, comment réussir à les convaincre qu'en donnant peut-être même davantage, on va réussir à économiser plus dans le futur? Dans vos 3 modèles, comment vous arrivez à mesurer cet impact social et à les quantifier financièrement, quoi? Alors là, sur l'expérimentation, c'est une évaluation qui commence tout juste. Il y a des choses qui sont relativement simples, pas trop compliqué, on va dire, à évaluer. Donc il y a une partie d'évaluation qui est purement financière. Combien est-ce qu'on économise sur le versement du RSA, sur les dépenses de formation, mais aussi sur du coup les nouvelles recettes qui peuvent être générées, comme je disais, sur les prestations, les impôts, les cotisations sociales, l'augmentation du pouvoir d'achat, la TVA. Et puis après, il y a aussi un impact sur la mesure d'impact qui est sur les personnes qui occupent ces emplois et comment est-ce qu'elles évoluent aussi dans leur vie personnelle et professionnelle, et ça rejoint aussi la question du partage des richesses, puisque c'est au cœur, là encore, de ce projet. L'idée, c'est de dire que c'est aussi par le travail que l'on peut partager les richesses, notamment par le salaire, mais aussi derrière par l'accès que ça donne à un certain nombre de choses. Et ça, c'est déjà des impacts qu'aujourd'hui on mesure. Des personnes qui, parce qu'elles ont retrouvé un emploi, ont retrouvé un logement ou ont changé de logement, ont retrouvé une mutuelle, ont pu avoir accès à une prévoyance. Enfin, ça aussi, c'est dans le partage des richesses, il y a ce qu'on gagne, mais il y a aussi comment est-ce qu'on vit mieux. Et puis dans la mesure de l'impact social, nous, de l'impact économique et social que l'on essaye de mener sur les territoires, c'est aussi comment est-ce que ça mobilise tout un territoire, c'est ce que je disais tout au début, et comment est-ce que ça se répercute sur le petit artisan qui va être mobilisé dans le cadre d'un service de conciergerie de quartier, comment est-ce que ça impacte des bailleurs des bailleurs sociaux qui vont faire appel à nous dans des projets de jardins partagés par exemple, qui vont réduire les incivilités, les jets d'ordures par les fenêtres, ou dans des interventions à domicile, on va faire à des prix solidaires des petits travaux de plomberie, d'électricité qui vont permettre à des logements de se détériorer moins vite. Ça, c'est des mesures par exemple qu'on est en train de mener. Donc le champ, il est extrêmement vaste, donc on va du plus resserré, à savoir tout simplement ce transfert monétaire qui est opéré entre les coûts du chômage ou les dépenses non générées, et puis du coup les économies réalisées ou les nouvelles recettes générées, à un impact qui se vit sur le territoire ou sur les personnes qui occupent ces emplois ou les personnes qui bénéficient des services qui sont réalisés dans le cadre de l'expérimentation. Mais c'est vraiment au cœur de la démonstration, c'est-à-dire que sans cette démonstration, il n'y aura pas de prolongement de cette expérimentation, puisqu'évidemment, l'enjeu derrière cette expérimentation, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui permette non seulement de prolonger l'expérimentation dans les 10 territoires en cours, mais surtout d'inclure de nouveaux territoires volontaires dans la démarche. Donc l'enjeu est très important. La question s'adressait à vous 3 très rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps sinon. Oui, alors nous on recherche un sociologue pour accompagner les 3 bénéficiaires, les 4 bénéficiaires. On a une chercheuse qui peut faire de l'analyse quantitative. Enfin, du coup, là, il y en a 3-4, ça va assez vite. Par contre, elle a travaillé sur une étude sur les 80 000 participantes et participants. Je vous invite à aller voir, c'est sur monrevenudebase.fr. Vous pouvez vous inscrire au passage, vous pouvez aussi donner au passage. Et notamment, on a vu qu'il y avait
20% des gens qui s'étaient inscrits sur le site qui avaient reporté des soins pour leurs enfants. Donc dans un pays où on se targue à raison de la santé, la CMU, etc., c'était important de voir qu'en fait, il y a cette vraie précarité. Et donc déjà, peut-être que ça pourrait commencer par là. Et moi, je suis très curieux de toute cette étude, notamment sur le fait que la pauvreté a un coût. Et je vous invite à faire la promotion de Un chez soi d'abord, qui est la démonstration que loger les SDF revient moins cher que les laisser à la rue. Alors ça peut paraître très cynique. Housing First, voilà, ça fonctionne très bien dans d'autres pays. Et au Conseil régional, on pousse pour le faire. Loger les SDF, leur filer un bail, un accompagnement revient à 14 000 euros par an en moyenne, alors que les laisser à la rue coûte 17 000 euros. C'est terrible de parler comme ça, mais c'est un vrai levier de décision publique. Donc c'est extrêmement important. Paul Durand, en 20 secondes. Oui, mesure d'impact, c'est important. Il faut des chiffres. Tout se mesure dans le numérique. De quoi ? Tout se mesure dans le numérique. Non, tout se mesure pas. Le plus dur, c'est de mesurer le côté humain. Mais en fait, il faut vraiment essayer parce que le truc, c'est que si on ne le mesure pas, on va pas optimiser pour ça. Tout ce que tu racontes, tout ça, c'est génial en fait. Mais c'est justement le drame et la raison pour laquelle on fait pas ce type d'innovation. C'est parce que dans nos petits modèles économétriques, on va pas intégrer la civilité, on va pas intégrer le surcroît de bien-être, on va pas intégrer les externalités positives qu'on va créer parce que on va moins reporter les soins de santé des enfants. Et je pense qu'au contraire, alors oui, on pourrait dire c'est parce que les méchants geeks sont trop réducteurs avec leurs chiffres, mais je pense qu'au contraire, la solution, c'est d'essayer de rentrer plus de choses dans les chiffres. Ce sera toujours imparfait, mais c'est mieux que rien, et c'est ça qui fera que derrière, on pourra dire si on crée tant d'externalités positives, si ça marche, voilà comment est-ce qu'on peut l'institutionnaliser, voilà comment est-ce qu'on peut trouver des mécanismes pérennes pour le financer. C'est un peu l'histoire de taxe carbone, mais là je fais attention. On pourrait d'ailleurs imaginer faire pareil. On pourrait imaginer que, désolé, j'ai pété les 20 secondes, mais on pourrait imaginer que dans la question du chômage de masse, les entreprises qui contribuent à construire les algorithmes qui vont remplacer les humains, ils price ça dedans et qui disent tiens, je vais créer tant d'externalités, je vais aussi contribuer à financer les initiatives contre le chômage, le revenu universel, donc plein de. Pourquoi pas ? C'est pas débile. Merci à tous les trois d'avoir été là. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Et on se retrouve le 22 mars pour une... Le 22 février pour tirer Et un mois plus tard, vous revenez ici pour une autre soirée sur le sens du travail. Et le spectacle commence dans une demi-heure, l'inversion de la courbe. Bon, et donnez tous 13 € à mon revenu de base. On est 70, du coup ça fera 1000. C'est un matheux. Mais non, mais du coup, on avance à cagnotte.